Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons corriger ensemble l'exercice 1 du sujet qui est tombé il y a quelques jours, hein. Donc c'est le sujet centre étranger. Voilà, donc c'était le sujet 1. Et ben on y va pour la correction. C'est parti. Alors le QCM, donc il y avait une seule réponse possible parmi les 4. Bon, ça c'est assez sympa. Et donc on avait en tout 5 questions. Et bah c'est parti donc pour la première question. Allez, je zoome un petit peu là. Donc, question 1. On considère la suite numérique UN définie pour tout antinaturel n. Bon, d'accord. Donc n va de 0 jusqu'à plus l'infini. Par UN égale à donc 1 plus 2 puissance n sur 3 plus 5 puissance n. Bien. Cette suite diverge vers plus l'infini, converge vers 0, converge vers 2 cinquièmes ou converge vers 1 tiers. Alors, déjà, petit rappel de cours, suite convergente, divergente. Bon, alors, on va remarquer un petit peu les choses. En fait, une suite divergente, c'est lorsque notre suite, soit en fait notre suite, notre limite, ça va être plus l'infini ou alors moins l'infini, comme ça, ou alors la limite de un n'existe pas. Ça, c'est une suite divergente. N'existe pas. Maintenant, une suite convergente. Une suite convergente, alors on se rappelle que c'est quand la limite d'une suite, donc un, va aller vers donc une valeur L, d'accord, vers un réel L, d'accord. Donc du coup, suite convergente, suite divergente. Bon, alors on regarde un petit peu. En fait, ce qui nous intéresse ici, c'est de calculer la limite de la suite UN. Alors, la limite de la suite UN, en fait, on voit ici déjà que, en haut, la limite, ça va être plus l'infini, et en bas, ça va être plus l'infini. Et ça, on appelle ça une forme indéterminée. Donc, pour lever la forme indéterminée, on va factoriser par le terme le plus fort, donc en haut, et par le terme le plus fort en bas. Donc, en fait, UN s'écrit comme ça. 3 plus 5 puissance n. Et on va donc factoriser par 2 puissance n au numérateur et par 5 puissance n au dénominateur. Voilà. Donc facteur de 1 sur 2 puissance n plus 1. Voilà. Et puis en bas, on aura du coup 3 sur 5 puissance n plus 1. Une fois qu'on est donc à cette étape, une fois qu'on a factorisé, on va en fait découper la fraction en haut et en bas. En fait, c'est une multiplication là. Du coup, j'ai le droit de dire que c'est 2 puissance n sur 5 puissance n fois 1 sur 2 puissance n plus 1 sur 3 sur 5 puissance n plus 1. Voilà, et puis maintenant que j'ai ça, je peux encore aller plus loin, puisque là je reconnais une formule que j'ai vue lorsque nous étions donc au collège. A sur B puissance M, en fait, par définition, c'est A puissance M sur B puissance M, avec B bien sûr différent de 0. Hein. Bon. Et c'est ce qu'on va faire ici. En fait, on va fusionner 2 sur 5. Nous allons avoir 2 sur 5, le tout puissance N, fois tout le reste. Voilà. 1 sur 2 puissance n plus 1 et 3 sur 5 puissance n plus 1. On a donc 3 morceaux, donc on fait la limite des 3 morceaux. On y va. Donc, limite de 2 cinquièmes puissance n. Alors, 2 cinquièmes, je vous rappelle que c'est égal à 0,4. Donc, ça vaut 0. Parce que d'après le cours, la limite de q puissance n, c'est 0, quand q est compris entre moins 1 et 1. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait là. Là, c'est 0,4 puissance n, ça vaut 0. Ensuite, je vais faire la limite en dessous de donc 1 sur 2 puissance n plus 1, limite de 1 plus 2 puissance n, 1 sur 2 puissance n plus 1,
Donc 1 sur 2 puissance n plus 1. Et donc du coup, eh bien ça va nous donner 1. Alors pourquoi ça nous donne 1? Parce que ici 2 puissance n, c'est une quantité qui va devenir de plus en plus grande, puisque n tend vers plus l'infini. Donc 1 sur quelque chose qui devient très grand, et ben la limite de tout ce morceau qui est là, c'est 0. Donc il reste bien 1. Et puis ensuite, il me reste 3 sur 5 puissance n plus 1. Donc limite de 3 sur 5 puissance n plus 1. Même remarque, ça va tendre vers 0, donc il reste 1. D'accord? Donc là, je fais la rédaction, mais vous n'aviez pas à la faire. Il fallait choisir juste la bonne réponse. Ici, par quotient, donc la limite de 1 sur 2 puissance n plus 1 sur 3 sur 5 puissance n plus 1, et bien 1 sur 1, ça fait 1, quand n tend vers plus infini. Et enfin, pour les deux morceaux qui sont là, en fait, on fait par produit, cette fois-ci, des limites. La limite donc de un, bah 1 fois 0, ça fait bien 0. Et donc du coup, si la limite de un c'est 0, bah, c'est que la suite converge vers 0. Donc c'était la réponse C qu'il fallait trouver. Réponse C. Voilà, sans plus attendre, passons maintenant à la seconde question. On y va. Alors, on y va, on a ici f, une fonction donc définie sur 0 plus infini, définie par f de x égale x carré ln de x. Alors oui, forcément, hein, d'accord, donc 0 plus infini parce que là on a du ln de x. Hein. On se rappelle que c'est parce que ln de x, lorsqu'on la trace, d'accord, dans un repère, donc voilà, je vais vous faire l'allure de la courbe. Ici, si je trace ln de x, bah, c'est quelque chose comme ça. D'accord? Donc ln de x, d'accord, et ici avec 1. D'accord? On a ln de 1 qui vaut 0. Donc voilà, ça fait ce genre de choses. Et ici, on voit bien que eh ben, la fonction ln de x, elle n'existe pas de ce côté-là. Hein. Donc c'est pour ça que eh bien, on travaille sur 0 plus infini. Hop. Voilà. Maintenant que ceci c'est dit, alors l'expression de la fonction dérivée, il faut juste dériver ça. Bon, et bah du coup, ici, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est u fois v. D'accord? Donc, si vous dérivez comme ça, en disant que f' de x, bah, c'est donc 1, puisque, alors, x au carré, la dérivée de x au carré, bah, la dérivée de x au carré, c'est 2x fois 1 sur x, bah, ça c'est faux. Hein. D'accord? Ça, c'est interdit de le faire, parce que c'est une multiplication, c'est un produit. D'accord? En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que f' de x, en fait, c'est u' de x fois v de x plus u de x fois v' de x. Ça, par contre, c'est bon. Alors, avec quelle quantité? Alors, on va marquer avec... Donc, on prépare un petit peu. On a ux, u' de x, v de x et v' de x. Bien. Alors, notre premier morceau, c'est x au carré, donc ça c'est ux. Donc x au carré, la dérivée de x au carré, c'est bien 2x. Ensuite, ln de x, c'est notre deuxième morceau, notre second morceau, donc c'est ln de x. Et la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Voilà, maintenant que ceci, bah, c'est fait, je peux dériver tranquillement. On y va. f' de x va être égal à quoi? Alors, u', donc 2x fois v de x, donc v de x, ln de x, plus u de x, x au carré, fois v' de x, 1 sur x. Voilà. Alors moi, j'aime bien mettre une parenthèse pour chacun des morceaux. Comme ça, je vois bien u' v plus u v'. Voilà. Allez, je simplifie ça. Alors, qu'est-ce que je peux faire ici? Bon, bah, 2x ln de x, je ne peux pas simplifier plus que ça. Par contre, ici, je me retrouve avec x au carré fois 1 sur x. D'accord? Donc, x au carré fois 1 sur x, bah, en fait, ça fait x au carré sur x. Mais x au carré sur x, en fait, ça fait x.
D'accord? Si je simplifie, ça fait 2x ln de x plus x. Alors, habituellement, la dérivée, on a l'habitude de la factoriser au maximum. Donc moi, j'ai envie de la factoriser. Bon, même si c'est peut-être pas demandé. On va voir. Donc voilà. Moi, pour moi, ma dérivée, c'est ça. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on nous propose? Ah bah ça tombe bien, on nous propose la même chose que moi. Et ben voilà. Donc c'était la réponse B, tout simplement. Voilà. Donc du coup, il fallait répondre. Réponse B pour la seconde question. Allez, question 3 maintenant. C'est parti. Alors, on a ici... Alors, qu'est-ce qu'on a? On considère une fonction h définie et continue sur R. Oui, moins l'infini plus infini, dont le tableau de variation est donné ci-dessous. Variation de h. Très bien. Alors là, on nous a mis un 0 exprès. Ça, on va s'en servir. Hein. Je pense que on note h, la primitive de h définie sur R qui s'annule en 0. Elle vérifie la propriété. Alors là, c'est un peu technique parce que du coup, là, on a ici le signe de grand H et ici, on a les variations de grand H. Donc, pour répondre à ce genre de questions, généalogie fonctionnelle. Je vous remarque une nouvelle fois ce que vous devez connaître par cœur. Généalogie fonctionnelle. Dès que vous avez des exos graphiques, généalogie fonctionnelle. Donc, on y va. Donc, on se rappelle que le signe de la dérivée seconde, d'accord, nous donne du coup les variations de f' qui nous donnent à leur tour la convexité de f. Bon, cette ligne-là, on ne va pas s'en servir dans cet exercice, mais c'est bien de l'avoir en tête. Convexité de f. D'accord? Alors, on peut passer de là à là directement si vous voulez. Hein. C'est possible aussi. Hein. D'accord? Quand la dérivée seconde est positive, la fonction f est convexe. C'est possible aussi sans passer par variation de f'. En dessous, nous allons marquer que du coup, le signe de la dérivée me donne les variations de ma fonction f. D'accord? Donc, variation de la fonction f. Et enfin, dernière ligne, le signe de ma fonction f me donne, et c'est là que ça va être intéressant pour cette question, les variations de grand F. Voilà, donc nous, ce qu'on va utiliser, ça va être cette ligne-là pour notre question. Le signe de la fonction f nous donne les variations de grand F. Bien, donc là, qu'est-ce qu'on voit? Et bien là, on a petit h. Donc nous, en fait, ce qui nous intéresse, c'est donc le signe de petit h qui vont me donner, d'après le cours, les variations de grand H. Bien, donc du coup, qu'est-ce que je vais faire? Sans plus attendre, tableau de signes de petit h. Donc on y va. Hop. Tableau de signes de petit h. Hop. Donc là, ici, je vais mettre x. Je suis sur grand R. Bon, l'infini plus l'infini. Ici, je vais mettre donc le signe de petit h de x. Et en dessous, je vais mettre les variations de grand H. Donc, variation de grand H de x. Voilà, grand H de x, donc la primitive. Bien, je regarde un petit peu ce qu'on me donne là. Ici, on me donne les variations de petit h. Mais moi, ce que je veux, c'est le signe de petit h. Le signe, eh ben, je vois qu'ici, donc, entre moins l'infini, d'accord, et 1, qui est là, finalement, eh bien, la fonction h, elle est négative. C'est-à-dire que là, ici, c'est négatif. OK? Et ici, c'est positif. Voilà. Donc, du coup, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais dire que, donc, entre moins l'infini et 0, puisque c'est 0 qui m'intéresse ici, c'est pas le 1, c'est le 0 là. C'est juste h qui m'intéresse. Donc, jusqu'à 0,
qui est là, et ben la fonction elle est négative et après elle est positive. Et ici ça s'annule. Voilà. Voilà ce qui se passe. D'accord? Je regarde uniquement cette flèche. Entre moins l'infini et 0, c'est négatif. Entre 0 et plus infini, c'est positif. Du coup, je peux en déduire les variations de grand H. Et maintenant, déjà, je vais pouvoir compléter quelque chose de très important. Il y a marqué ici, H est la primitive de H qui s'annule en 0. Qui s'annule en 0. Donc, qui s'annule en 0, ça veut dire quoi? Qui s'annule, ok, en 0. En fait, ce que j'ai mis en rouge là, c'est le 0 que je mets là, d'accord, en 0. Et donc, le 0 qui est là, eh bien, c'est le 0 qui est là. Voilà. La primitive de H qui s'annule en 0. Voilà. Maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir regarder un petit peu les propositions. Alors, H positive sur moins l'infini 0. Alors, je regarde un petit peu. Bah en fait, ça, bah, je ne peux pas le savoir. Parce que du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt les variations. Alors, avec les variations... Ah oui, alors je peux quand même... Si, en fait, qu'est-ce que je vois? Je vois que comme le minimum, c'est 0, là, le minimum, c'est 0. De ce fait, toutes les valeurs sont positives. D'accord? Tout ce qu'il y a là, c'est positif, et là aussi. Donc, H positif sur moins l'infini 0, en fait, c'est vrai. En fait, tout ce qu'il y a là, que je stabilote donc en rouge, tout ça, c'est positif. Donc, en fait, ça, c'est la bonne réponse. Alors, pourquoi les autres marcheraient pas? H négatif sur moins l'infini 1. Moins l'infini 1. Bon, bah non, elle est positive. H croissante sur moins l'infini 1. Qu'est-ce que je vois? Je vois que sur moins l'infini 1, bah, en fait, il y a une partie qui est décroissante et ensuite elle est croissante. Donc, c'est pas ça non plus. Et H est croissante sur R. Non, on a vu que eh ben, elle était décroissante puis après croissante. Donc, bah, la bonne réponse, c'était la réponse A. Voilà, grâce à ce tableau, on pouvait répondre à la question. Question 4 maintenant. On va s'intéresser à l'algorithme de dichotomie. Alors, l'algorithme de dichotomie, je vous rappelle un petit peu le principe. Alors, on y va. Je vous ai mis ici une courbe, CF, sur laquelle nous avons ici une valeur alpha qu'on va tenter d'encadrer de façon successive. L'algorithme de dichotomie, c'est ça. C'est lorsqu'on prend bien, deux valeurs réelles, par exemple ici une valeur A et une valeur B, par exemple, et que petit à petit, on encadre alpha en calculant la valeur centrale de notre intervalle A, B. Prenons par exemple donc l'exemple de ce A et de ce B. Si je prends la valeur centrale entre A et B, eh ben, je vais me trouver à peu près, allez, je vais me mettre à peu près ici. Ça, c'est la valeur M. C'est la valeur centrale. Qu'est-ce que je vois ici? Je vois que ma valeur M, elle a pour image la valeur qui est là, sur la courbe bleue. Et cette valeur, elle est négative. On voit bien ici qu'on est sur une valeur négative. Donc, dans l'algorithme de dichotomie, lorsqu'on a une valeur négative, eh bien, la valeur centrale M devient notre nouveau A. C'est-à-dire que pour le moment, la valeur de A, elle est là, mais la deuxième valeur de A, elle va se trouver là. Ça va être mon deuxième A. C'est comme si ici j'avais A1, puis après j'ai A2. Et là, vous vous rendez compte que l'encadrement qui était de cette taille-là au départ, eh bien, devient ici. D'accord? L'encadrement devient celui-là. Je rappelle que l'écart qu'il y a entre A et B s'appelle la précision dans l'algorithme de dichotomie. D'accord? Et le but de l'algorithme, c'est d'avoir à la fin un encadrement autour de alpha comme celui-ci. Très très proche. D'accord? Alors du coup, si je continue à faire sur mon exemple, eh bien, l'encadrement successif. Alors, je vais calculer de nouveau la valeur centrale entre donc mon A2 et mon B. Et je vais me retrouver ici cette fois-ci.
mon M arrive là. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Ici, l'image du point M, elle est positive. D'accord? Donc, ce qui signifie que comme la valeur de M est positive, ce n'est pas A que je vais mettre à la valeur de M, mais plutôt B. En fait, c'est le B qui est là au départ qui va arriver ici. Et là, vous voyez bien que l'encadrement, il est encore plus précis que celui qu'on avait au départ. Ça, c'est l'algorithme de dichotomie lorsqu'on a une fonction croissante. Et lorsqu'on a une fonction décroissante, eh bien, c'est le contraire. En fait, vous avez au départ la question, donc, vous avez l'encadrement avec A et B comme ceci, par exemple. Et puis, vous prenez la valeur centrale. La valeur centrale, elle est là, à peu près. Et là, comme votre valeur ici, elle est positive, eh bien, en fait, c'est le A qui est là qui devient M. D'accord? Donc, du coup, ça nous donne ce genre de choses. Alors que tout à l'heure, c'était le contraire. D'accord? Quand on en avait une valeur positive, d'accord? Quand on avait une valeur positive, en fait, c'est le B qui devient M, alors que là, du coup, eh bien, c'est le A qui devient M quand on a une valeur positive. Voilà. Et puis ensuite, on refait, du coup, la moitié. Donc là, il va y avoir M entre le nouveau A qui est là. Donc ça, c'est mon A à 2, on va dire, ici. Et puis là, cette fois-ci, la valeur, elle est négative. Donc du coup, je remplace M par A ou par B, et bah par B du coup. Et voilà. Et donc du coup, petit à petit, j'encadre mon alpha. Donc ça, c'est le principe de l'algorithme de dichotomie. Regardons maintenant les algorithmes qu'on nous propose. Alors, premier algorithme. Tant que la précision, donc l'écart entre A et B, est plus grand que 0,001. Alors ça, c'est bon. D'accord? Alors que là, c'est pas bon. Là, je vois tout de suite que tant que l'écart est plus petit, bah, si l'écart est plus petit, bah, l'algorithme n'a pas lieu d'être, en fait. Du coup. Parce que du coup, il faut absolument, tant que l'écart est trop grand, eh ben, on va encadrer successivement, jusqu'à encadrer alpha correctement. Donc du coup, l'algorithme C, déjà, il ne fonctionne pas. Hop, ça ne marche pas. Ensuite, je regarde un petit peu les autres algorithmes. Alors, qu'est-ce que je vois? Tant que l'écart est plus grand que 0,01, oui. M prend la valeur A plus B sur 2, donc ça, c'est parce que je prends la valeur centrale, je me mets au milieu entre A et B, hein, donc ça, c'est bon. Si l'image est négative, B prend la valeur M, sinon A prend la valeur M. Alors, moi, attention, là, je suis dans une fonction croissante. Donc, en fait, c'est ça qu'il faut regarder. D'accord? Ça, c'était pour l'exemple. Donc là, tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu que quand, eh bien, la valeur centrale, donc le centre, on a une valeur... Qu'est-ce qu'on avait dit tout à l'heure? On avait dit, quand le centre, l'image est négative, du coup, c'est A qui prend la valeur de M. Donc, ah ben là, c'est le contraire. Donc, en fait, ça, c'est l'algorithme pour une fonction décroissante. Ça, c'est OK pour une fonction qui est décroissante. Oui, fonction décroissante. Donc, c'est pas le bon algorithme. Ensuite, les autres. Alors. Ah oui, alors là, d'accord. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que dans cet algorithme, ça ne fonctionne pas parce qu'on calcule la valeur centrale, ici, vous voyez. Et ensuite, on fait la précision. Donc, le problème, c'est que nous, dans notre algorithme, on a besoin de recalculer la valeur centrale à chaque fois. À chaque fois qu'on restreint eh bien, le cadre qui est là, il faut qu'on recalcule le milieu. Donc du coup, le fait que cette ligne-là ne soit pas dans la boucle, en fait, bah, du coup, l'algorithme, il ne fonctionne pas. Donc, en fait, eh bien, c'est cet algorithme-là qui fonctionne. Voilà, c'est cette fonction, c'est la réponse, c'était la réponse D. Hein. C'est la réponse D pour cette question. D'accord, c'est sûr. C'est la réponse D.
tant que donc la précision 0,01, on calcule la valeur centrale ici. Si l'image est négative, A prend la valeur de M. C'est ça. Donc regardez ici, je vous l'ai fait tout à l'heure. Là, j'ai calculé la première valeur centrale. L'image est négative. Et donc du coup, c'est A que j'ai mis là. Et puis ensuite, quand j'ai fait la valeur centrale, donc après, la deuxième valeur centrale, elle est où il y a ma main. Là, l'image, elle était positive. Donc le B est arrivé là. Donc c'est sûr que c'était donc cette réponse là. Question 5. Alors, une ione contient 10 boules indiscernables au toucher. Bon, très bien, donc on ne peut pas tricher. Dont 7 bleues et les autres vertes. Oui, donc 3 vertes, quoi. Bon. On effectue 3 tirages successifs avec remise. Avec remise, ok. Successifs avec remise, donc dans les mêmes conditions. La probabilité d'obtenir exactement 2 boules vertes. Bon, donc là on est dans un schéma de Bernoulli, hein, très concrètement. Alors soit vous faites un arbre assez long, et dans ce cas vous pouvez obtenir la réponse, soit vous expliquez que c'est une loi binomiale, tout simplement. D'accord? Donc vous faites une petite rédaction pour dire que c'est une loi binomiale. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va dire? Donc on va dire que, bon, de toute façon, vous n'aviez pas justifié, mais en fait, x, une loi binomiale de paramètres, donc n et p. Alors, on fait combien de tirages? Donc on fait 3 tirages, donc 3. Et puis la probabilité du succès, on veut une boule verte. Alors, il y a combien de boules vertes en tout? Donc on en a 3, donc 3 sur 10. Donc 0,3 quoi. Allez, je vais laisser 3 sur 10. Donc en gros, voilà, on a une loi binomiale. Et donc cette loi binomiale, nous, ce que l'on veut, c'est avoir 2 boules vertes exactement. Donc 2 boules vertes exactement. P de x égale 2. Et donc du coup, d'après la formule de la loi binomiale que je vous remarque ici, P de x égale K. Donc, du coup, c'est K succès parmi n tirages fois probabilité du succès puissance nombre de succès fois probabilité de l'échec puissance nombre d'échecs. D'accord? Donc je vous invite à la retenir comme ça, hein, d'accord? Là c'est P échec, c'est P succès, pardon, c'est P succès puissance nombre de succès. D'accord? Fois la probabilité de l'échec, P échec, puissance nombre d'échecs. Voilà. Et puis ici, c'est nombre de succès parmi les n tirages. Voilà, si vous voulez retenir en français. Voilà, ça c'est P de x égale K. P de x égale K succès du coup. Ok? Bon, alors on y va. Donc P de x égale 2, donc ça va être 2 succès parmi donc les 3 tirages, fois la probabilité de tirer une boule verte, donc 3 sur 10, puissance, donc du coup 2, puisque je veux 2 succès très exactement, fois probabilité de l'échec, 1 moins 3 sur 10, puissance nombre d'échecs, et du coup 3 moins 2. Donc du coup, P de x égale 2, c'est donc du coup 2 parmi 3, fois probabilité, donc 3 sur 10 puissance 2, fois 1 moins 3 sur 10, ça fait 7 sur 10, puissance, alors si j'ai 2 succès, j'ai du coup un échec. Et donc du coup, ça c'était la réponse, et c'était celle-là. C'est la réponse D, hein. Voilà, il n'y a que celle-là qui correspond, donc c'était aussi donc réponse D. Voilà pour ce petit QCM.